Alors, j'arrivais assez guiré là en ce début d'après-midi. Et je dois dire que j'ai commencé à beaucoup sourire avec le sketch de nage. Et puis finalement, ça finit par me saper un peu le moral quand même, hein. Ça finit par pas être très drôle finalement. Même si évidemment, c'est conçu avec une acuité tout à fait remarquable. Et on se demande à quel niveau de connaissance vous avez de l'hôpital pour produire des scénettes aussi amusantes mais aussi poignantes. Voilà. Donc là, je prends la parole après ce moment qui effectivement, j'ai trouvé un peu poignant. Bon, je suis quand même très content d'être avec vous cet après-midi, au moins pour deux raisons. Tout d'abord parce que, évidemment, le thème de ce colloque, que je trouve bien sûr très très ajusté, hein, de réfléchir finalement au management et au bien-être au travail. Bon, ça c'est assez réjouissant parce que ça veut dire probablement que vous n'avez pas renoncé au fait que le management puisse contribuer à produire du bien-être au travail. Bon, c'est heureux et ça porte évidemment un peu d'espérance et je dois dire que je le crois avec vous. Donc ça tombe plutôt bien. Très heureux également, très heureux de tout ce que j'ai entendu ce matin. Les interventions de nage n'étant pas, loin s'en faut, le moins intéressant, hein, on l'a bien vu. Très content parce que je crois qu'on a déjà beaucoup avancé ce matin et beaucoup avancé sur le terrain de constats partagés et je crois que tous les intervenants partagent. Donc on va pouvoir évidemment essayer d'aller plus loin et ça fait ma joie. Alors, ça fait ma joie, ça fait aussi un peu ma frayeur évidemment. Compte tenu de tout ce qui a été dit ce matin, est-ce qu'on va réellement réussir à continuer à approfondir cet après-midi? J'espère que oui. Et puis à approfondir dans un moment délicat, que je connais bien en tant qu'enseignant. Nous sommes tous des petits mammifères, et voici venu évidemment pour nous tous l'heure de la sieste. Voilà, donc j'ai l'habitude de pratiquer ce mauvais horaire aussi avec mes étudiants, donc bon, on va essayer ensemble, effectivement, de ne pas sombrer. De ne pas sombrer. Alors, qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous cet après-midi? J'aimerais partager avec vous deux choses principalement. Tout d'abord, vous réfléchissez finalement au lien entre le mode de management, les modes de management et la qualité de vie au travail. Quels sont les liens? Bon, ça, c'est effectivement un sujet sur lequel on travaille avec mon équipe à Nantes depuis quelques années. Donc, j'aimerais vous partager quelques constats. Et puis je vais essayer d'être assez rapide sur ces constats parce qu'il me semble qu'ils ont été bien posés ce matin déjà par mes collègues. Et puis essayer d'aborder plutôt un peu plus longuement la question de, bon, fort de ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, en termes simples, finalement, quelle voie de sortie à la crise que l'on pressent et qu'on a détaillée ce matin? Qu'est-ce qu'on peut tenter? Comment on peut expérimenter? Quelles sont les conditions de possibilité d'un autre type de management? Et pourquoi pas les conditions de possibilité de ce qu'on pourrait appeler un management par la discussion? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là et qu'est-ce que ça suppose? Ce sera la deuxième partie, mais je crois la plus longue de ce que je vais essayer de vous dire cet après-midi. Je vais aller vite sur la première partie parce que nos résultats de recherche principaux, le constat auquel on est arrivé concernant les liens entre management et qualité de vie au travail, il a été repris par beaucoup de mes collègues ce matin et je crois que désormais vous le connaissez bien, que c'est un savoir presque commun. Je pars quand même de là, il faut bien que j'en redise quelques mots. Quels sont ces résultats? Quel est ce constat? Le constat des liens entre management et qualité de vie au travail, auquel on est arrivé avec mon équipe de Nantes au terme de beaucoup de recherches et interventions dans beaucoup de secteurs différents, pas que l'hôpital, c'est un constat qui, effectivement, il y a quelques années, était un peu décadrant. Aujourd'hui, il ne l'est plus du tout, puisque je l'ai beaucoup entendu ce matin, mais il y a quelques années, il était un tout petit peu décadrant. Parce que vous savez, quand on a commencé, nous, en 2005-2006, à travailler sur les liens entre management et santé et qualité de vie au travail, il y avait tout un tas de gens qui nous riaient un peu au nez, des journalistes ou certains collègues qui disaient, voyons, comment pouvez-vous encore vous poser la question de quels sont les liens entre management et qualité de vie au travail ou mauvaise qualité de vie au travail? Voyons, mais c'est évident, c'est évident. On est à l'ère du tout management, du managérialisme, de la managérialite. Les managers sont omniscients, omniprésents, descendent la pression, tirent l'oreille, contrôlent les résultats, sont même de temps en temps harcelants. Autrement dit, on souffre bien sûr de trop de management. Et cette idée qu'effectivement on souffrait de trop de management et que ça pouvait mettre en péril le travail et le vécu des personnes au travail était tellement bien installée quand même dans l'espace public qu'on a légiféré autour de la problématique du harcèlement. On a légiféré sur le harcèlement. Preuve en est effectivement que cette idée du trop de management était très présente au moins dans le débat public et dans la tête de certains d'entre nous. Or, effectivement, et vous le savez, Véronique Gady l'a redit encore ce matin, un des résultats un peu massifs auxquels on arrive, non pas, évidemment, qu'il n'y ait pas de harcèlement, bien sûr qu'il peut y en avoir du harcèlement, il n'y a pas de doute là-dessus, mais au carrefour, maintenant, d'un nombre important quand même d'interventions, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les équipes les plus en souffrance, que les situations dans lesquelles on trouve effectivement une situation en termes de qualité de vie au travail la plus dégradée, eh bien dans ces situations-là, les équipes, loin de souffrir de trop de management, souffrent au contraire très largement d'absence de management. Voilà.
Ce qui met en difficulté les équipes, effectivement, c'est bien plutôt l'absence de management que le management harcelant. Et c'est l'absence de management dans un sens très simple et très concret que Véronique a rappelé ce matin. Hein. C'est au sens très simple et très concret d'une absence grandissante des managers et notamment des cadres de première ligne de la scène du travail opérationnel. Voilà. On a effectivement un divorce grandissant entre l'activité managériale et l'activité de travail opérationnel. Comme si l'activité managériale semblait avoir de moins en moins de choses à faire avec le travail opérationnel. Et ça, c'est problématique. Ce divorce grandissant entre management et travail opérationnel, est évidemment problématique. Et problématique dans un moment où finalement le manager se retire effectivement de la scène du travail opérationnel, au moment même, vous le savez bien, et notamment à l'hôpital, au moment même où ce travail opérationnel devient plus exigeant. Au moment même où il faut, sur le théâtre des opérations, combiner des dimensions de la performance multiples, dans lesquelles il ne s'agit plus de choisir entre des stratégies, vous savez, c'est les vieux cours de stratégie, ça vous dit peut-être rien, mais la domination du marché par les coûts, ou alors le choix plutôt pour la qualité ou la différenciation, etc. On a pensé dans le vocabulaire de la stratégie d'entreprise pendant longtemps qu'il y avait deux grandes stratégies dominantes et qu'on choisissait. On sait bien qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le choix. Aujourd'hui, il faut combiner dans le travail opérationnel l'ensemble de ces dimensions de la performance. Bien sûr, la maîtrise et la diminution des coûts, bien sûr, l'accroissement et le maintien de la qualité, bien sûr, la sécurité des process, mais aussi, bien sûr, la réactivité, la flexibilité. Et si on pouvait innover en permanence, ça n'en serait que mieux. Voilà. Donc, il faut faire tout ça à la fois. Et donc, le divorce entre management et travail opérationnel est d'autant plus saisissant et d'autant plus problématique que finalement, tout se passe comme si, au moment même où le travail devenait plus exigeant, eh bien, on avait retiré sous les pieds des équipes le tapis du soutien managérial. Voilà. Et ça, c'est effectivement très embêtant parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le travail de régulation du travail opérationnel dont on n'a pas arrêté de parler depuis ce matin, hein, si nécessaire, il faut bien se dire que travailler, aujourd'hui mais de tout temps, ça a toujours été régulé entre des dimensions contraires. Il ne faut pas s'effrayer des contradictions et des paradoxes du travail. Dans tout travail, avant, aujourd'hui, demain, il y a des tensions, des contradictions et des paradoxes. C'est même pour ça qu'il y a du travail humain. Le jour où il n'y en aura plus, il n'y aura plus de travail humain. Même dans mon pauvre travail d'universitaire, qui a été un peu chahuté ces derniers temps, mais certainement beaucoup moins que le vôtre, même dans mon travail, il y a des paradoxes, des contraintes, et pourquoi pas même des injonctions paradoxales. Bien sûr. On me demande de faire de l'enseignement, de faire de l'administration, de faire de la recherche, tout ça c'est très bien. Mais évidemment, compte tenu du niveau d'excellence qu'il faut atteindre dans ces trois domaines, comment je fais les trois à la fois ? Et donc évidemment, au quotidien, pour pouvoir travailler, eh bien, nous trions, nous arbitrons, nous hiérarchisons, nous construisons des compromis temporaires qui pour un temps vont nous permettre de travailler. Et donc évidemment, dans le contexte actuel et notamment à l'hôpital, dans un travail qui devient plus exigeant, qui se construit aujourd'hui au carrefour entre la qualité des soins, la sécurité, la lutte contre la maladie nosocomiale, la maîtrise des coûts, la baisse des moyens, le tournoiement de la baisse des durées moyennes de séjour, les entrées-sorties, etc., etc., eh bien il y a un enjeu très fort, comme d'habitude évidemment, de trier, de hiérarchiser, d'arbitrer, de construire tous les jours des chemins à peu près praticables pour les professionnels. Les construire tous les jours parce que nous n'épuiserons jamais la complexité et les paradoxes du travail, bien sûr. Nous n'aurons jamais fini de trier et d'arbitrer. Il faudra ces compromis toujours les reprendre et les travailler. Le problème, évidemment, c'est que lorsque le manager n'est plus sur la scène du travail opérationnel, ça veut dire que ce travail de tri, d'arbitrage, de priorisation, de hiérarchisation, eh bien, les professionnels et les équipes le font seuls. Et lorsqu'elles le font seules, ces équipes, eh bien, elles le font évidemment avec des coûts importants pour leur bien-être ou pour leur santé. Lorsqu'elles le font seules, sans temps dédié, sans médiateur, sans régulateur de la discussion nécessaire pour la hiérarchisation, eh bien elles le font évidemment avec un travail qui est constamment en déséquilibre, avec un travail qui part dans tous les sens, qui est anomique, avec le sentiment de ne jamais réussir à faire du bon travail, parce que même quand j'ai réussi à atteindre un objectif de performance, il m'en reste 2 sur lesquels je n'ai pas été bon, donc je suis toujours en retard d'une guerre à gagner. Et puis finalement, si elles le font seules, elles le font en plus, évidemment, sans aucune médiation et prise en charge des désaccords qu'elles ne manquent pas d'avoir entre elles. Puisque bien sûr, les professionnels entre eux ne sont pas d'accord sur les façons dont il faudrait arbitrer, trier, hiérarchiser. Donc en plus, les équipes se fragilisent, les équipes s'affrontent, et on les voit se diviser en de multiples sous-coteries professionnelles, certains étant les champions de la qualité, d'autres des coûts, de la réactivité, de la flexibilité, etc. etc. Et bien sûr, tout ça n'est pas bon pour la santé. Tout ça n'est pas bon pour la santé. Donc ce constat, vous le voyez, c'est celui
d'un divorce grandissant entre management et travail, qui va rendre finalement impossible, impraticable le travail, impossible la régulation du travail, qui va rendre, autant le dire tout simplement, impossible la construction du sens du travail. Impossible la construction du sens du travail. À condition de bien s'entendre là-dessus, la construction du sens du travail au sens très cambouitique et très opérationnel, vous savez, le petit sens, hein, pas le grand sens dont on nous rebat les oreilles, le projet d'établissement, la stratégie, etc. Non, non, le petit sens très cambouitique de quelle direction pour mon travail cette semaine dans mon unité opérationnelle. Voilà. On a de moins en moins de place, de temps, de moyens, et notamment pas le soutien managérial si nécessaire, pour la construction du petit sens du travail, c'est-à-dire la direction opérationnelle du travail. Et là, d'ailleurs, avec quelques paradoxes qui, pour le coup, sont importants, hein, autant il me semble que dans nos entreprises, on a aujourd'hui ouvert tout un tas de lieux dans lesquels on traite du grand sens. Vous savez, on réunit les cadres, on fait une grande réunion descendante, on explique le projet. Certains disent, on donne le sens. Il est dans notre rôle de donner le grand sens, etc. Des grandes réunions descendantes, monologiques, en espérant que les personnels adhèrent, bien sûr. Le grand sens est beau, donc ils vont adhérer. Bon. Et donc énormément d'espaces dans lesquels, de façon très monologique, très descendante, on va tenter de donner le sens, expression un peu absurde, et très peu, effectivement, d'espace pour construire le tout petit sens, très cambouitique, très opérationnel, mais si nécessaire à la performance et à un bon bien-être au travail, qui est le petit sens de la direction du travail quotidien. On a besoin de ce travail de régulation qui est un des cœurs battants du management et qui vise à travailler le sens du travail au sens très cambouitique, je le redis, de ce petit sens de construire la direction du travail opérationnel, toujours à reprendre. C'est ce qui fait la beauté et la difficulté du management. On n'aura jamais fini de construire et de reconstruire au gré des nécessités de l'activité le petit sens de la direction du travail opérationnel. Et bien évidemment, sans la présence des managers au cœur du travail opérationnel, eh bien ce petit sens-là ne peut pas se construire et pourtant il est terriblement difficile et à l'efficacité du travail, mais aussi évidemment au bien-être au travail. Voilà. Ça c'est un premier point sur ce constat, ce divorce et ses conséquences. J'aimerais sans transition en venir à ma deuxième partie qui est face à ce constat, à ce divorce, aux difficultés qu'il crée que j'ai essayé de détailler. Essayer de dire, mais finalement, face à ce constat, quel peut être l'enjeu, et puis qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. Quel peut être l'enjeu et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. Bon. L'enjeu, me semble-t-il, évidemment, une fois qu'on a développé le constat, il me semble que si on veut intervenir sérieusement sur le terrain, et Yves Clos l'a bien dit, ce n'est pas simplement le terrain de la qualité du travail, c'est le terrain de la qualité du travail. Si on veut intervenir sérieusement sur ce terrain de la qualité du travail, il faut évidemment se donner les moyens et travailler à réduire le divorce entre management et travail. Il faut trouver les moyens de faire retour au cadre, au cœur du travail opérationnel, à des fins de régulation. Régulation qui concrètement passera évidemment, nécessairement, par l'animation d'une discussion et d'un dialogue sur le travail. Donc se donner les moyens de réduire le divorce entre management et travail et de faire retour au cadre, au cœur du travail opérationnel, à des fins de management du travail. À des fins de management du travail. Notez bien, cette expression, elle est toute bête, hein, elle me semble originale. Management du travail. C'est le travail qu'il s'agit de manager. Hein. Yves, notamment, ne cesse de le répéter. Hein. Si nous voulons soutenir et aider les professionnels dans leur travail, c'est avant tout de leur travail dont il faut se préoccuper. Donc je suis très attentif à porter avec d'autres hein, cette expression nouvelle, mine de rien, cette nécessité d'un management du travail. Vous savez, on pratique assez souvent l'ellipse en management. Hein. Soit on parle de management tout court, soit on parle de management des organisations, management des équipes, management des personnes, etc. Hein. Et quelle est l'ellipse? Vous le voyez bien, on ne manage pas des organisations, on ne manage pas des personnes ou des collectifs. On manage des équipes de travail, des personnes au travail, des organisations de travail. Donc ne pratiquons pas l'ellipse et rappelons que ce qu'il va falloir ici animer et construire, évidemment, c'est un travail praticable pour l'équipe et les professionnels. Donc, un management du travail. Alors, évidemment, la question, c'est comment faire? Comment est-ce qu'on peut travailler à tenter de réduire ce divorce entre activité managériale et travail opérationnel? Et comment on peut tenter, effectivement, de remettre les managers au cœur du travail à des fins de régulation, de construction de sa direction? Il y a certainement plusieurs voies possibles.
Et ces voies sont d'ailleurs, me semble-t-il, déjà tentées, déjà mises en œuvre dans beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, évidemment, et pas simplement à l'hôpital, dans lesquelles on partage ce constat d'un divorce entre management et travail et qui tentent effectivement de trouver les moyens de faire retour au manager au cœur de l'activité opérationnelle. Maintenant, comment faire? Il me semble qu'il y a deux grandes façons de faire. Et les deux grandes façons de faire, finalement, chacune se construit sur un constat différent de pourquoi le divorce. Chacune se construit sur un constat différent de pourquoi le divorce. La première piste, qui correspond à un premier constat, je vais vous la donner, je la vois énormément pratiquée dans les entreprises aujourd'hui. Elle me semble évidemment pas idiote, mais extrêmement limitée. Pas idiote, mais extrêmement limitée. Cette première piste à l'œuvre dans beaucoup d'entreprises consiste à dire la chose suivante. Ok, on peut constater chez nous aussi un divorce grandissant entre management et travail. Et pourquoi ce divorce a-t-il lieu? Pourquoi les managers font-ils un pas de recul? Pourquoi sont-ils en retrait de la scène du travail opérationnel? Parce que réguler le travail opérationnel, c'est difficile, quoi. C'est difficile, ça demande des savoir-faire, peut-être même du courage, de l'outillage, etc. Bon, nos cadres, c'est pas bien sûr qu'ils sachent faire ça, quoi. En gros, s'ils ont quitté la scène du travail, c'est parce qu'ils savent pas trop comment faire quand on est sur la scène du travail. Il leur manquerait, vous savez, des compétences managériales. Alors ça, c'est terrible. Et donc, partant évidemment de ce constat que finalement, s'il y a divorce, c'est parce que les cadres ne savent pas, et ils fuient aussi un peu la scène du travail, qui est quand même très très exigeante. Partant de ce constat, je vois beaucoup d'entreprises qui disent, pour remettre finalement le manager au cœur du travail, on va faire 2 CS. 2 CS. Qu'est-ce que c'est 2 CS? On va travailler les compétences, le comportement et la subjectivité. C'est-à-dire, on va en gros avoir une action, un programme évidemment de mise au travail des managers, qui repose essentiellement sur une action sur les compétences, sur le comportement et sur la subjectivité. C'est-à-dire très centré, vous voyez, sur la personne des managers eux-mêmes. Et en gros, toutes les entreprises font la même chose, parce qu'en plus, ça c'est assez facile à faire. Pour les compétences, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont actionner le levier formation. Tout le monde a droit à sa formation managériale, dans laquelle on va lui apprendre, évidemment, les compétences managériales, etc. Ça, c'est bien, ça consomme les budgets formation, on sait faire, bon, très bien. Et puis, deuxième action, évidemment, bien sûr, il y a les compétences, mais comme on devient très subtil en matière de management, je suis prof de management, on se dit bien qu'il y a aussi des questions de posture. Ah, il faut leur apprendre la posture managériale aussi. Donc, pour travailler la posture, très souvent, on va travailler le comportement, et donc là, on va faire une charte. Une charte dans laquelle on va expliquer la posture. Une charte avec tout un tas de mots importants, montrant finalement comment le cadre doit se positionner par rapport aux équipes et au travail. Alors là, on y trouve tout un tas de mots merveilleux qui nous donnent envie immédiatement d'aller faire du management. On va écouter, on va être responsable, on va être disponible, on va être dans la confiance, etc., etc. Mais en tout cas, une charte. Et puis quand même, comme on se rend bien compte que tout ça est quand même très très compliqué, on va ajouter un troisième petit onglet, c'est l'idée que quand même, ce manager, même si on lui a montré la bonne posture, si on lui a donné les bonnes compétences, tout ça quand même, c'est pas simple, hein, il faut quand même un peu le soutenir. Donc, si on va jusqu'au bout, dans certaines entreprises, on va travailler le S, la subjectivité. Et donc, on va souvent offrir au cadre le dernier espace de spiritualité que notre monde contemporain nous réserve. On va de temps en temps lui payer un coach, voilà, qui va s'occuper effectivement de sa subjectivité. Alors, je le dis de façon un peu amusante pour essayer de lutter contre la sieste, mais je le dis de façon un peu railleuse, mais je ne pense qu'aucune de ces 3 pistes n'est mauvaise. Je pense qu'elles sont même plutôt pas mal. Mais je crois qu'elles ne sont pas prioritaires. Je crois qu'elles ne sont pas prioritaires. Je crois que ce n'est pas sur ce levier-là, ils ne savent pas, donc actionnant, compétences, comportement, subjectivité, je crois que ce n'est pas par ça qu'il faut commencer. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a une deuxième interprétation possible, et à mon avis au moins aussi valable que la première au divorce entre management et travail. Et cette explication, c'est de dire finalement, si nos managers sont de moins en moins dans le travail opérationnel, c'est pas tant qu'ils ne savent pas, mais c'est surtout qu'ils ne peuvent pas. C'est surtout qu'ils ne peuvent pas. Et là, le problème devient complètement différent. C'est dire, avant tout, s'ils ne sont pas dans le travail opérationnel, c'est qu'ils sont comme happés par des forces centrifuges qui les attirent sur d'autres scènes que celle de la régulation du travail opérationnel. C'est dire que finalement, aujourd'hui, leur agenda de travail, la scène du management,
est comme embolisé, un mot qui parle à l'hôpital en général, embolisé par tout un tas d'activités que pudiquement on appelle souvent connexes, mais qui, à force d'être connexes et nombreuses, font aujourd'hui la centralité de son travail, quoi. La centralité de son travail. Et donc, par conséquent, alors bien sûr, il y a des difficultés de compétences, etc., mais il y a surtout des empêchements à la régulation du travail. Si je ne suis plus sur la scène du travail opérationnel, on l'a vu là aussi, hein, c'est que je suis attiré, que je suis mobilisé par tout un tas d'autres activités. Je ne les détaillerai pas, alors il y a souvent des choses amusantes, mais je n'ai pas le temps de le faire cet après-midi, mais ces scènes, on les connaît bien, hein. Il y a évidemment, et Véronique, je crois, les a rappelées ce matin, il y a évidemment une scène qui consomme énormément de temps au cadre, c'est tout ce qu'on pourrait appeler l'empire, évidemment, des machines de gestion. On passe un temps considérable, je ne sais plus qui parlait ce matin des écrans. Enfin, on est activé par les systèmes d'information bien plus qu'on ne les active nous-mêmes, hein, et on les nourrit, on les alimente en information, on répond à nos mails, on répond aux enquêtes, on répond au reporting, qualité, RH, etc. etc. Bon, ça, c'est un temps considérable. Et puis, il y a évidemment aussi une scène aujourd'hui qui prend beaucoup de temps, qui est la scène du travail du grand sens. En tant que cadre, je suis régulièrement convoqué par mes instances manageantes à moi, qui vont me convoquer pour me donner régulièrement le sens. Je passe beaucoup de temps dans des réunions d'information descendantes. Et puis, il y a évidemment aussi l'empire de tout ce que l'on peut appeler, très important, et notamment dans nos enquêtes à l'hôpital, vous étiez parmi les champions, la scène aussi du projet. Quand on a fini, on est aussi dans des structures projets. Donc on passe notre temps à, évidemment, participer à des projets d'innovation, etc., etc. En tout cas, si vous voulez, il y a ce que l'on peut voir, c'est que bien sûr, s'il y a divorce entre management et travail, ce n'est pas simplement, loin s'en faut, une question de compétence, c'est aussi une question d'empêchement. Le fait qu'effectivement, on a rempli, on a embolisé l'agenda du cadre avec tout un tas d'activités qui sont concurrentes aux activités de régulation du travail. C'est pour ça que, si vous voulez, on ne pourra pas se contenter de travailler compétences, posture et subjectivité. On ne peut pas se contenter de travailler sur le cadre lui-même. Une fois qu'on a formé le cadre, qu'on a soutenu sa subjectivité et qu'on lui a montré les bonnes postures, s'il retourne sur une scène du travail managérial toujours aussi embolisée, eh bien, il ne pourra toujours pas réguler le travail. Toujours pas réguler le travail. Donc, je pense que si on souhaite effectivement remettre le management au cœur du travail opérationnel, il faut effectivement ouvrir plutôt d'autres types de chantiers. Il y a une deuxième voie. Et cette deuxième voie, bien sûr, elle est certainement plus ambitieuse, mais à mon avis, elle est beaucoup plus payante. Elle est beaucoup plus payante. Cette deuxième voie, c'est ce qu'on pourrait appeler, enfin c'est le titre de mon intervention, un management par la discussion. Voilà. Ce management par la discussion, j'aimerais essayer d'en dire quelques mots. À mon avis, pour que l'on puisse... Vous voyez, c'est management par la discussion, je pourrais tout à fait dire management par la régulation. Enfin, mettons au cœur du travail du cadre l'activité de régulation, de tri, de hiérarchisation au contact du travail opérationnel. C'est ça, fondamentalement, l'idée. Si on veut développer ce management par la discussion, il me semble qu'il y a 3 chantiers essentiels, qui sont tous les 3 des chantiers de longue haleine. Il me semble qu'il y a tout d'abord un chantier organisationnel. Il y a ensuite un chantier plus spécifiquement RH. Et enfin, il y a un chantier que j'appellerais pompeusement, excusez-moi, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots, un chantier d'ingénierie de la discussion. Ça se conçoit, la discussion. J'y reviendrai. Enfin, en tout cas, telle est ma conviction. Hein. Ce n'est pas simplement l'informel qui viendra naturellement une fois qu'on aura relâché toutes les contraintes, quoi. Je pense que ça se conçoit. Donc un chantier, si on veut développer ce management par la discussion, un chantier organisationnel, un chantier RH et un chantier concernant plus spécifiquement l'ingénierie du dialogue sur le travail. Alors reprenons ces chantiers un à un. Le chantier organisationnel, vous l'avez compris, le chantier organisationnel, c'est celui qui vise à désempêcher le cadre. C'est-à-dire que c'est celui qui vise à faire de la place dans l'agenda de travail du cadre pour qu'il puisse évidemment faire une place au temps nécessaire et à l'énergie nécessaire à la régulation du travail opérationnel. Donc il faut nécessairement ouvrir ces chantiers de désempêchement. Qu'est-ce que ça veut dire très, très concrètement ? On parle beaucoup d'analyse du travail, on a des spécialistes d'analyse du travail ici, des ergonomes. Ça veut dire que si analyse du travail, si nous avons besoin d'analyse du travail dans nos entreprises aujourd'hui, ce que je crois, nous avons peut-être avant tout besoin d'analyse du travail d'encadrement. Regardons le travail d'encadrement, mesurons, faisons le compte de l'ensemble des tâches qui se sont ajoutées à cette activité-là qui aujourd'hui en occupe le cœur. Et à partir de là, à partir de ce travail sur le poste, sur l'activité réelle, eh bien, essayons de désemboliser, de redistribuer ces tâches, d'en supprimer certaines. Hein. Ça va nécessiter un peu de courage politique parce que ça va nécessiter de temps en temps de renforcer certains services qui récupéreront ces tâches. Évidemment, mais ça n'ira pas sans cela. Ça n'ira pas sans cela. Donc ça suppose évidemment un premier chantier qui me semble un chantier important de désempêchement du travail managérial.
Pour que ce chantier de désempêchement du travail managérial soit très clair, hein, ne concerne pas que les managers de proximité. Une des meilleures façons de désempêcher le travail managérial, c'est aussi que, de la même manière que l'on demande aux managers de proximité d'aller réguler le travail, et bien de la même manière que les dirigeants, l'action dirigeante, soit bien une action de régulation. Et pas, comme on l'a vu dans le sketch très caricatural qui ne ressemble pas du tout à la réalité de Nage ce matin. Ben non, mais c'est ça. Et pas du tout cette activité de passe-plat, dans lequel je surveille à l'extérieur tout ce qu'on va me demander de faire, et mon boulot à moi en tant que direction est de prendre les choses et puis de les passer à l'échelon inférieur, évidemment. Ça suppose qu'à chaque échelon du management, il y ait une activité de régulation. Ce qui permet de dire au passage, d'ailleurs, c'est pas plus mal, parce que l'activité de régulation pour les dirigeants, ça s'appelle faire de la stratégie, c'est-à-dire faire du tri, bien sûr. Bon. Donc en tout cas, un chantier de désempêchement, ça c'est très important dans ce chantier organisationnel. Deuxième chantier, toujours dans ce chantier opérationnel, c'est évidemment la question des marges de manœuvre. La question des marges de manœuvre. Il est bien certain qu'aucun cadre ne retournera dans le feu du travail, aucun cadre n'ira animer un dialogue régulier sur le travail si, face aux difficultés qu'il ne manquera pas, évidemment, d'y relever et d'y constater, il n'a à son niveau aucun moyen d'y faire face. Aucun moyen d'y faire face. Il faut donner du grain à moudre au dialogue sur le travail. Autrement dit, il faut poser la question, évidemment, des délégations de décision, des délégations budgétaires. Qu'est-ce que mon cadre de proximité et d'unité, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que je souhaite qu'il puisse faire à son niveau? S'il n'a aucune marge de manœuvre, aucun cadre ne se remettra dans le feu du travail et de ses difficultés si, face à ce feu, il ne peut, à son niveau, ne rien faire. Ne rien faire. Donc il faut évidemment travailler cette question des marges de manœuvre. Ne rien faire ou faire, comme le disait Yves, le petit rapporteur, quoi. Non, il faut évidemment travailler cette question des marges de manœuvre et il faut redonner la capacité à nos cadres, il me semble que c'est souvent quelque chose de très blessé dans nos organisations, il faut redonner la capacité à nos cadres d'être des auteurs. D'être des auteurs. Le cadre n'est pas une courroie de transmission. Le cadre fait de la régulation au sens fort, c'est-à-dire qu'évidemment, il invente de l'organisation locale. Il invente des chemins praticables. Encore faut-il qu'il ait un peu les coups des franges pour le faire. Et ça n'est qu'à ce prix-là, d'ailleurs, hein, si nos cadres sont des auteurs, c'est-à-dire s'ils sont vus dans les équipes comme des personnes qui nous aident à construire des chemins praticables, qui nous aident à produire des organisations locales, ça n'est qu'à ce prix-là qu'ils feront autorité. Hein. Souvenons-nous que autorité, dont on se désespère assez souvent que dans nos organisations on en manque un peu, la racine d'autorité, c'est auteur. Celui qui fait autorité, c'est celui qui est pour moi un auteur de quelque chose de pour moi désirable. C'est bien pour ça, chose merveilleuse, que je lui obéis. Je décide d'obéir à l'autorité, c'est-à-dire de me mettre à son écoute, parce que cette autorité, effectivement, est un chemin pour moi, entre moi et le bien que je recherche, qui est faire du bon travail. C'est quelqu'un qui m'aide à inventer les moyens de faire du bon travail. Il est auteur pour moi de chemins qui vont me permettre de travailler mieux. S'il est auteur de rien du tout, eh bien évidemment, il ne fera pas autorité. Évidemment. Et au contraire, on verra, à défaut d'autorité, se développer ce que je vois se développer dans beaucoup de milieux de travail, c'est-à-dire des relations manager-manager qui s'affadissent. Mais qui s'affadissent au sens fort. C'est-à-dire, on n'est même pas dans le conflit, on n'est pas du tout dans la détestation, on n'est même pas dans l'invective du type « mon cadre est un salaud » ou ce genre de choses, à la limite, il y aura encore un peu de vie, non. On est dans l'indifférence. Et une indifférence qui s'explique très bien par le fait que, évidemment, comme le cadre n'est plus pour moi un auteur, bah, c'est quelqu'un qui, dans mon travail, concrètement, ne peut rien, quoi. Ne peut rien. Donc, quel type de relation pourrais-je avoir avec lui? Ben, je ne sais pas. Donc, des relations qui s'affadissent, qui deviennent indifférentes. Avec la grande difficulté, qui est une grande difficulté de nos entreprises contemporaines et peut-être de nos sociétés, c'est que si mon cadre n'est pas l'auteur, mais qu'il est simplement quelqu'un qui descend des choses, etc., qui les fait appliquer, question de savoir, donc il ne pèse pas sur mon travail, mais alors au fait, où est l'auteur? À quel bureau je peux aller taper dans lequel je pourrais trouver l'auteur pour pouvoir éventuellement lui parler et peser sur mon contenu de travail? Lorsque je finis par ne même plus savoir où est l'auteur des prescriptions qui me tombent dessus, là le travail devient totalement hétéronome et totalement désespérant. Donc il est bien certain qu'il y a un chantier organisationnel extrêmement fort qui me semble passer à la fois par des actions longues, difficiles, nécessitant évidemment du courage politique, qui sont des actions de désempêchement, et des actions à travailler autour de la question des marges de manœuvre de l'encadrement. Tout ça, on peut le résumer dans une bannière, c'est toujours pratique de garder quand
On a essayé d'être un peu concret une ou deux manières. Ça, on peut le garder sous un esprit. On est plusieurs à essayer de le porter, cet esprit. Je sais qu'il intéresse beaucoup aussi François Danielou. Hein. Cet esprit du désempêchement, de la marge de manœuvre, des cadres auteurs, pas auteurs de tout, bien sûr, mais auteurs en tout cas au moins d'une partie, évidemment, du travail qu'ils dirigent. C'est très largement, vous savez, l'esprit de la subsidiarité. Hein. On est plusieurs aujourd'hui, dans nos milieux de travail, à essayer de reproposer la subsidiarité comme paramètre de conception de nos organisations. La subsidiarité, ça veut dire deux choses. Il y a une version un peu faible, c'est-à-dire non seulement, effectivement, la question des marges de manœuvre, laisser un peu de périmètre d'autorité, mais il y a aussi évidemment l'idée que, autant que faire se peut, il est toujours bon de ne pas faire à un niveau hiérarchique supérieur, c'est-à-dire plus loin du terrain, ce que l'on peut très bien faire au niveau inférieur, ce qui est un principe évidemment de rapprochement de la décision, évidemment, du travail et de l'endroit où il aura ses effets. Mais il y a un autre principe aussi, dans la subsidiarité, qui est la subsidiarité au sens fort, hein, c'est le principe, pour le dire tout simplement, le principe de la délégation à l'envers. De la délégation à l'envers. C'est-à-dire qu'il me semble que dans l'esprit de la subsidiarité, le cadre est là aussi, au contact du travail, comme animateur du travail de régulation et du dialogue sur le travail, il est là en très bonne position pour interpeller les organisateurs, pour interpeller les cadres supérieurs de l'organisation et pour leur déléguer des chantiers de conception et de reconception. Pour faire descendre, redescendre l'organisation, comme le disait Yves Clos, au plus près du terrain. Encore faut-il qu'existent les dispositifs qui lui permettront d'interroger, de déléguer à l'espace de conception, à l'espace de management supérieur, des choses qu'il constate, évidemment, depuis le terrain. Mais l'esprit de cette subsidiarité et de la délégation à l'envers, ça permet de refaire du travail un lieu à partir duquel on met l'organisation sur la sellette et on l'interroge. Et c'est bien le moins, puisque l'organisation, elle se propose avant tout, normalement, comme étant une ressource pour faire du bon travail. Donc il est normal qu'à partir du constat des faillites tout à fait normales du travail, on puisse réinterroger cette organisation et sa conception. Donc l'esprit de la subsidiarité, pour penser ce changement organisationnel, me semble un esprit intéressant. En tout cas, un chantier organisationnel. Deuxième chantier, c'est un chantier ressources humaines. Je vais aller plus vite sur celui-là. Il paraît assez simple, je pense qu'on sera un peu tous d'accord là-dessus, mais c'est quand même bien de le rappeler. Évidemment, il y a quand même une action à faire sur le profil des cadres. Ce ne sont pas n'importe quels cadres qui vont pouvoir se positionner en tant qu'animateurs de la discussion sur le travail, en tant que régulateurs. Il me semble qu'il y a 3 conditions RH là, qui sont un tout petit peu importantes et simples. Premier point, je crois qu'évidemment, il faut veiller à un minimum de stabilité de nos managers et nos cadres d'unité dans leur poste. De la stabilité. Pourquoi de la stabilité ? Pourquoi de la stabilité ? Parce qu'il est bien évident que la discussion sur le travail, elle est tout sauf simple, et elle va nécessiter que se développe dans l'équipe et entre l'équipe et son manager un minimum évidemment de confiance. Est-ce que j'ai le droit de lui dire les difficultés du travail ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que je m'expose en le faisant ? C'est pas simple d'aller dire les difficultés du travail à son chef quand même. Est-ce qu'il va se dire j'ai des difficultés parce que je suis nul ? Ou est-ce qu'il va se dire j'ai des difficultés, il faut qu'on les traite ? Donc ça suppose évidemment que soit validé tout un tas d'attendus sur ce qui sera fait de cette parole, et qu'on génère de la confiance autour de cette parole. N'attendons pas que la confiance soit là pour commencer à discuter, puisque si vous le comprenez bien, la confiance, elle est à la fois un prérequis d'un véritable dialogue sur le travail, mais elle en est aussi le produit, évidemment. Elle ne peut en être que le produit. Bon. Donc c'est au fur et à mesure d'une discussion qui toujours commence de façon très timide sur le travail. La première chose qui se passera quand vous redonnez en tant que manager la parole à vos collaborateurs sur le travail, la première chose qu'ils s'empressent de faire, c'est de se taire, évidemment, en disant est-ce que je peux, qu'est-ce qu'on va faire de cette parole ? Donc il va falloir proposer, reproposer, insister, montrer patte blanche, regagner la confiance, etc., etc. Donc ça suppose un minimum de stabilité du cadre. Si mon cadre change tous les 18 mois, à peine ai-je construit les quelques prérequis de confiance nécessaires à l'alimentation du dialogue que ça y est, il est parti pour commencer avec un autre. Or, il n'est pas rare, dans les hôpitaux dans lesquels on est intervenu, qu'alors que ça ne correspond pas du tout à une politique RH officielle, ce n'est pas du tout la politique RH officielle, mais dans les faits, dans les unités dans lesquelles on travaille, dans lesquelles ça allait mal, il n'est pas rare de voir que le temps de vie effectif d'un cadre, pour tout un tas de raisons, c'est 18 mois, quoi. Et puis il change d'unité, il va ailleurs, 18, 20, 24. Donc il y a un enjeu de stabilité qui est fort. Il y a un enjeu aussi, évidemment, là-dessus à l'hôpital, vous êtes peut-être un peu moins touché que d'autres entreprises, mais je le dis quand même, il y a un enjeu de professionnalité, bien entendu. Bien entendu. Un cadre qui assumera, ou qui pourra assumer la régulation du travail opérationnel, qui sera un bon animateur, un bon participant au dialogue sur le travail, c'est un cadre
de et dans l'activité, qui connaît l'activité, qui partage évidemment un minimum de professionnalité commune avec l'équipe qu'il dirige. Or, vous le savez bien, la tentation est grande dans beaucoup d'entreprises. Elle a même été à un moment à l'hôpital, vous savez, de produire des cadres gavés de compétences managériales et avec pratiquement plus aucune compétence métier. Il est ce que j'appelle des cadres hors sol. Vous savez, on pense qu'ils ont tellement de compétences managériales qu'on pourrait les poser sur n'importe quelle activité, ils feraient des miracles. Évidemment, un cadre qui ne partage pas suffisamment de professionnalité avec ses équipes, pourquoi irait-il mettre le travail en dialogue? Pourquoi le ferait-il? Il ne le fera pas parce qu'évidemment, ce dialogue professionnel le mettra en difficulté. Ce sera évidemment la meilleure façon pour lui de montrer qu'il n'a pas tout à fait les compétences et les savoirs nécessaires à l'entente, à la compréhension des problèmes, etc., etc. Mais surtout, le cadre qui n'est pas dans l'activité ratera systématiquement le travail. Pourquoi? Parce que cette discussion sur la direction opérationnelle du travail, je n'ai pas arrêté de vous dire, c'est une discussion très cambouitique, toujours sur des petites choses. On y parle de porte-malade, d'heures de repas, de composition, d'entrée, etc. Un cadre qui n'est pas dans l'activité, qui n'est pas dans le geste professionnel, n'accordera même aucun prix à ce qui pourrait se dire dans ces espaces-là. Parce que ça lui semblera quand même minuscule, finalement peu de choses, pas beaucoup de valeur ajoutée, dira-t-il. Donc veillez à la professionnalité des cadres. Troisième point qui me semble important, c'est un chantier qui est absolument difficile, mais je crois qu'il faut le dire. Il y a un chantier très important d'évaluation, tout bêtement. On connaît le pouvoir, c'est de nos vieux travaux de sciences de gestion, mais tout à fait essentiels, on connaît le pouvoir de direction des outils de gestion et des dispositifs de gestion. Si nos cadres ne sont pas évalués sur la qualité de leur travail de régulation du travail, eh bien, ils ne le feront pas, bien sûr. S'ils sont évalués sur le combien, uniquement sur le résultat ou sur leur activisme gestionnaire, et uniquement là-dessus, pourquoi irait-il, évidemment, réguler le travail? Autrement dit, si cette activité d'animation du dialogue sur le travail, de fabrique, de reprise systématiquement des compromis, si cette activité demeure invisible à tout le monde et ne fait pas partie de leur évaluation, pourquoi ferait-il cette activité qui, par ailleurs, est extrêmement difficile et extrêmement épuisante? Pourquoi irait-il faire quelque chose de difficile et d'épuisant qui demeure invisible aux yeux de ceux qui les évaluent, évidemment? Donc il y a des chantiers, bien sûr, importants, visant à se dire comment on rend visible ce travail de mise en dialogue et d'animation de dialogue autour du travail et comment on l'évalue. Si on ne l'évalue pas, eh bien, tout le monde continuera à essayer d'être le premier dans la réponse à ses mails, le champion du reporting à toute vitesse, et puis le roi aussi, vous savez, dans les projets, celui qui est toujours présent dans les projets, qui a des idées, qui est appétent au changement, qui est un bon partenaire. Mais en tout cas, il ne sera pas évidemment dans le travail opérationnel. Donc vous voyez un chantier RH qui est composé, à mon avis, de 3 choses auxquelles il faut veiller: la stabilité des cadres, la professionnalité et l'évaluation. Troisième chantier, c'est le chantier qu'il faut prendre au sérieux, que j'appelle, j'en suis navré, de façon un peu pompeuse, le chantier d'ingénierie de la discussion sur le travail. Je crois qu'il ne faut pas croire, contrairement à ce qu'aurait éventuellement pu laisser suggérer quelques petites réflexions de ce matin, il ne faut pas croire, mais qui ne sont pas d'ailleurs des réflexions de mes collègues, ce sont plus des choses qu'on vu de temps en temps un peu dans la salle, autour des pauses café, qui sont menacées, etc. Bon. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'on aura désempêché les cadres, qu'on aura reconstitué leur marge de manœuvre, et puis qu'on aura des cadres avec un niveau de professionnalité, avec de la stabilité, etc., eh bien, il ne faut pas croire qu'ils iront évidemment tout à fait naturellement et très facilement mettre en dialogue le travail. En gros, qu'on pourrait laisser cette partie de dialogue, elle est si naturelle. C'est le royaume naturel de l'informel. On a toujours raconté que c'était la pause café, justement. Les transmissions se poursuivent, on prend un café, c'est là que ça se passe, etc. Ben, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse laisser ce dialogue complètement à l'informalité. Pour quelle raison? Parce que, évidemment, derrière cette expression si sympathique de discussion, de management par la discussion, oh, on en a tellement envie du management par la discussion, ça a l'air tellement gentil, tellement démocratique. On se dit, oh, quelle belle chose, discussion, dialogue, bon. Ben oui, mais je crois qu'en même temps, il faut être sérieux, c'est horrible, évidemment. Lorsqu'on casse sur nos genoux ce mot de dialogue, qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur? On découvre à l'intérieur des choses fascinantes, mais terrifiantes. À l'horizon du dialogue et de la discussion vraie, on le sait toujours, on le sait tous. Il y a la perte de face, la honte, la blessure de l'autre, le conflit irrémédiable, etc., etc. Donc ce dialogue, qui a l'air si gentil de prime abord, lorsqu'on le regarde très clairement, suppose des dynamiques qui sont très difficiles à affronter, bien entendu.
très difficile à affronter. Et que d'ailleurs, pensons un peu à notre vie privée, on le sait bien, hein, très souvent, vous savez, on les évite. Hein. On voudrait qu'il y ait le dialogue dans notre travail, mais on arrive très facilement autour d'un verre à dire que, oh là, en famille ou avec les amis, on évite toutes les vraies discussions. Parce qu'on sait bien, oh là là, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, quoi. Bon. Mais ce sujet, le travail, qui nous occupe 60% de notre temps éveillé, dans lequel on met tant de nous-mêmes, ça, il n'y aurait pas de difficulté. À l'informel, autour du café, on y arriverait très bien, quoi. Bon, ben non. Donc je pense qu'il faut le traiter effectivement sérieusement pour pouvoir effectivement tirer tous les bénéfices possibles du dialogue et de la discussion sur le travail, tout en évitant aussi, bien sûr, les blessures, les affrontements. N'oublions pas qu'un dialogue sur le travail, ça suppose au moins deux choses. Hein. Et les deux choses sont difficiles. Un, c'est rendre publique mon opinion personnelle sur le travail. C'est déjà pas simple. J'ai pas vu le temps. 3 minutes, très bien. Rendre publique mon opinion personnelle sur le travail, ce qui est déjà pas simple, hein, ce qui est quand même une opération de dévoilement, enfin, et mes difficultés et mes problèmes, etc. Mais deuxième horreur du dialogue sur le travail, c'est rendre public ses opinions, ses points de vue dans un espace public dans lequel ces points de vue seront soumis à l'argumentation, et pourquoi pas à l'argumentation critique des autres. Évidemment, rien n'est moins simple. Rien n'est moins simple. Donc je crois qu'il faut construire ces lieux et construire ces dynamiques. J'en donne juste quelques idées. Je crois que tout d'abord, il y a des questions toutes bêtes, mais très importantes. Il me semble que là, le diable est dans les détails. Je crois qu'il faut ouvrir des espaces de discussion, ouvrir ces espaces de dialogue. Ça suppose de se poser des questions bêtes, mais encore faut-il se les être posées. Qui, par exemple, au fait, qui discute avec qui ? Dans mon unité de soins, il faut manager par le dialogue, mais ça veut dire quoi ? Qui va discuter avec qui ? Est-ce que ce sont mes soignants qui discutent entre eux dans des moments protégés ? Est-ce que ce sont les cadres qui discutent entre eux ? Est-ce que ce sont les managers avec les soignants ? Ou est-ce que ce ne serait pas par hasard les deux ? Des temps protégés dans lesquels les soignants discutent ensemble, et puis un moment où ils vont effectivement mettre en dialogue le travail, une fois une parole construite sur le travail avec effectivement leur management. Ben, ça sont des vraies questions. Ce sont des vraies questions, je ne sais pas si vous y réfléchissez comme ça, mais elles me semblent très importantes. En tout cas, on se les pose à chaque fois qu'on intervient. Ça suppose aussi, autre question terrible, elle a l'air ridicule comme ça quand je la pose au pupitre, mais elle est fondamentale. On discute tous les combien ? Le dialogue sur le travail, c'est quoi ? C'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ? Mais il est évident qu'en tout cas, si la fréquence du dialogue avec le travail n'est pas un tant soit peu en cohérence avec la maille du travail, avec les temps de cycle, etc., c'est la meilleure façon de rater le travail, quoi. Hein ? Alors évidemment, ce n'est pas pareil si je suis en gériatrie, en soins intensifs ou dans une banque. Donc ça suppose aussi de poser des questions redoutables en termes de fréquence. Ça suppose aussi de poser des questions qui, si on n'a pas réfléchi, tous les cadres et tous les professionnels nous la posent. Ok, on va avoir des espaces mis en place, formalisés, de dialogue, à telle fréquence, avec telle et telle personne, d'accord. Au fait, on va parler de quoi ? On va parler de quoi ? Qu'est-ce qui vient nourrir notre discussion ? Qu'est-ce qui l'alimente ? Où sont les dispositifs qui nous permettent d'être sûrs qu'on porte un regard sur le travail et pas sur autre chose ? Qui nous permettent d'alimenter notre discussion sur le travail, qui nous permettent d'éclairer les opinions qui sont émises. Et ça suppose quelques outils, hein. Sinon on risque de faire du bruit avec sa bouche. Quatrième point tout à fait technique, tout à fait bête, qu'est-ce qu'on fait de ce dialogue sur le travail ? On dialogue sur le travail puis après c'est terminé, ou alors on en garde la trace ? Et si on en garde la trace, est-ce qu'on a un dispositif qui permet de garder la mémoire de ce qui se dit dans ces espaces de dialogue ? Mémoire pour l'équipe, mais mémoire aussi parce qu'il faudra bien quand même faire le petit rapporteur de temps en temps, parce que tout ne se jouera pas qu'au niveau local, ou mémoire qui permettra de remonter certains problèmes qui nous dépassent. Donc vous voyez, il y a des questions toutes bêtes d'instrumentation de ces espaces. Premier point. Deuxième point sur l'ingénierie des espaces de discussion, évidemment, le problème du dialogue sur le travail, du management par la discussion, c'est qu'il ne s'agit pas d'ouvrir un espace ou des espaces au niveau local et point barre. Bien entendu, il faut ouvrir des espaces au niveau local, mais il faut surtout penser des liens entre ces espaces et d'autres espaces, bien sûr. L'enjeu, ce n'est pas ouvrir la discussion de travail, c'est ouvrir des lieux de mise en discussion du travail. Et notamment, il me semble qu'évidemment, la discussion locale sur le travail, à l'intérieur de l'unité entre le cadre et ses soignants, eh bien, elle ne durera pas longtemps si le cadre n'est pas lui-même partie prenante d'un espace de discussion de niveau supérieur au sein duquel il pourra se faire l'écho ou auprès duquel il pourra porter certains des produits de la discussion locale. Autrement dit, bien sûr, la discussion locale sur le travail, elle suppose qu'il existe aussi entre cadres et cadres supérieurs de santé, entre cadres supérieurs de santé et directeurs des soins et à l'intérieur des pôles, autrement dit tout au long de la ligne managériale, des lieux dans lesquels le travail est mis en discussion et en dialogue. Posons-nous cette question et qui pourront récupérer et travailler sur une partie, évidemment, des produits de la discussion locale. Ces espaces existent-ils ? Comment sont-ils outillés ? Sont-ils bien connectés avec les espaces locaux ?
Ça me semble évidemment un enjeu très important. Il est tellement important, je dois vous confesser, que très souvent, dans nos interventions concrètes en entreprise, on a tendance à commencer à ouvrir cela, c'est-à-dire les espaces de dialogue plutôt dans le haut de la hiérarchie, plutôt que d'aller directement ouvrir une dynamique de dialogue au niveau du travail opérationnel. Pourquoi? Parce qu'on sait trop bien que si finalement on n'a pas réussi à ouvrir des espaces à un niveau un tout petit peu au-dessus, eh bien on va désespérer la discussion locale qui très souvent ne produira pas grand-chose ou finira par faire pchit. Donc il y a un enjeu fort. Il y a un dernier point, et il me servira de conclusion, c'est que bien entendu on a un grand paradoxe. J'arrête pas de vous dire il faut réouvrir des espaces de mise en dialogue du travail, et en même temps depuis ce matin on dit tous que l'on croule dans nos organisations sous la multiplication des lieux de communication. Il y en a trop. Et puis moi, je vous propose d'en rajouter. C'est quand même un peu paradoxal. L'idée, évidemment, c'est qu'on a beaucoup de lieux de communication, hein, mais finalement pas les bons, quoi. Souvent pas les bons. Hein. Donc évidemment, l'idée, c'est pas simplement de se dire on va ouvrir des espaces de dialogue, on va penser leur outillage, leur fréquence, les participants, les liens entre ces différents espaces, ça c'est très important. Mais il va falloir aussi réussir à les loger dans l'espace déjà existant de nos lieux de communication. Et ça suppose évidemment de le faire avec l'idée qu'on ne va pas en rajouter. Il faut être capable de faire l'inventaire des lieux de communication existants. Il faut être capable d'en supprimer. Il faut être capable d'en garder certains, mais d'en changer la logique de fonctionnement. Par exemple, pour le dire très vite, du monologue descendant au dialogue sur le travail. Il y a un enjeu ici très important, effectivement. Comment je fais pour loger le dialogue sur le travail dans un espace de travail qui est déjà souvent saturé de lieux de communication. Et ça suppose, évidemment, là aussi, de faire de la place. Autrement dit, j'insiste beaucoup sur ces dimensions, évidemment, ingénériques de conception du management par la discussion, un chantier organisationnel, un chantier RH, un chantier dans lequel on va outiller, instrumenter, évidemment, cette discussion sur le travail, pour bien montrer que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ce sera mon mot de conclusion, porter un management par la discussion, ça ne suppose pas de manager moins, ça ne suppose pas de diriger moins, bien au contraire. Mais ça suppose de diriger et de manager différemment. Sur l'ingénierie de la discussion sur le travail, sur l'ouverture de ces institutions nouvelles du management qui vont porter sur le dialogue sur le travail, eh bien évidemment, les directions et les managers ont toute leur place. Là, il y a un vrai chantier managérial et un vrai chantier de dirigeance, au sens fort. Il ne s'agit pas du tout de prendre du recul, de confier les clés aux autres ou de faire moins, pas du tout. Mais il s'agit certainement de faire différemment. Or, je constate que sur ces institutions du management, sur ces lieux dans lesquels on attend que se joue effectivement le management, eh bien dans beaucoup d'établissements de santé dans lesquels je suis passé, on dit assez peu de choses. On dit beaucoup de choses effectivement sur la qualité, sur la gestion, etc., tout un tas de choses, mais il y a un discours qui est assez peu audible sur le management que l'on attend, les institutions de ce management et celles dont on est porteur. Eh bien, je pense qu'il est très important aujourd'hui de revenir effectivement, non pas au discours sur le management, mais à l'ouverture, à l'expérimentation de nouvelles institutions du management pour porter ce dialogue sur le travail. Voilà, bon courage à tous.